Connaissance, recherche, sciences, Dessin mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Bonjour, je vous remercie d'être ici. Au commencement, je m'excuse pour mon français, c'est évident, je suis britannique et mon français c'est de l'école d'environ 1958 à 1960. Quand même, à ma droite, j'ai mon collègue Gabriel Zuckman, qui, si je deviendrai incompréhensible, il va intervenir. Mais si c'est seulement son de grammaire, etc., il dit rien. Alors, ça c'est la test, si je pourrais dire. Alors, je voudrais aussi souligner que c'est un cours de 5 leçons à 2 heures par leçon. Et en 2 semaines d'ici, le 19e février, on va utiliser de traduction simultanée. Alors comme ça peut aller un peu plus vite et j'espère que ça marcherait bien. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile de parler pour 2 heures en anglais et les 2 heures en français, c'est un peu fatigant. Mais ça sera, on fait comme ça aujourd'hui. Et on prend 3-4 minutes vers 11 heures pour avoir un verre de l'eau, etc. Et on va arrêter jusqu'avant, peut-être 5 minutes avant midi. Alors, hier, probablement il y a plusieurs d'entre vous étaient ici hier pour la leçon inaugurale. Alors, il y avait dans cette leçon d'hier les grandes lignes, la structure de ce que je voudrais dire. Et dans le cours, nous allons aborder les sujets d'une façon plus détaillée. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est les 2 grands défis du XXIe siècle, vaincre la pauvreté et gérer le changement climatique. Ils sont les problèmes intimement liés et il faudrait les politiques intimement liées pour gérer ces problèmes. Alors, la prochaine fois, ça serait, la leçon serait sur l'éthique du changement climatique. L'éthique du changement climatique de perspective de l'environnement, l'avenir et carence. 3e leçon, surtout sur les politiques, alors limiter l'émission de carbone dans les pays développés et en voie de développement, les opportunités et les politiques. 4e, un accord mondial pour une politique climatique, c'est-à-dire gérer le changement climatique pour entrer dans une nouvelle ère de progrès et de prospérité. Finalement, les politiques et les institutions, mettre en place et soutenir une nouvelle organisation internationale pour le développement, l'environnement et la justice. Alors ça, c'est les titres des 5 leçons
dans le cours. Je vais utiliser les diapositives. Les diapositives, ils sont assez, bien sûr, ils sont en français, mais ils sont assez détaillés. Et les diapositives en français et en anglais seraient sur le, qu'est-ce qu'on dit, website, qu'est-ce qu'on dit, le site web, oui. Alors, de temps en temps, les mots ne sont pas si difficiles. Oui. Alors bon, allons. Pour aujourd'hui, il y a 6 parties dans les 2 heures. Ce sont les... on peut se voir en arrière, oui? Ça marche aussi, le petit point vert? OK. Oh, bon commencement. Alors, ça c'est la structure. Alors, 2-3 diapositives d'introduction. Et on commence avec l'ampleur du problème. L'ampleur du problème, c'est fondamental. Au cours, c'est un problème absolument pas marginal. Les économistes comme moi, comme mes collègues, ils ont beaucoup envie d'analyser les problèmes marginaux, les petites déviations par rapport à une ligne de croissance prédéterminée. Beaucoup des analyses politiques dans nos analyses économiques sont de cette façon-là. Mais ici, c'est un problème avec les effets potentiellement immenses. Ça, c'est fondamental dans l'analyse. Et je voudrais commencer par souligner ça. On va, troisième partie du cours, on examine les impacts dans une manière un peu plus détaillée. Et les parties 4 et 5, ce sont sur les politiques. Premièrement, c'est les politiques d'adaptation, parce que il y aura des changements. On peut voir immédiatement les effets de changement climatique. Il y aura encore des effets de changement climatique. Il faut adaptation. Et en même temps, il faut des politiques pour des atténuations, réduction des émissions. Alors, les parties 4 et 5 sera la plupart sera sur ces problèmes d'adaptation et atténuation. Et puis, un ou deux mots à la fin comme conclusion. Ça, c'est la structure. Alors, commencez par souligner les liens intimement entre les 2 problèmes du XXIe siècle, pauvreté et changement climatique. Alors, nous étudierons d'abord les risques potentiels du changement climatique, risques auxquels les personnes les plus pauvres seront les plus exposées, menaçant leur opportunité de développement. Il apparaîtra alors clairement que les problèmes du développement et de la gestion du changement climatique sont inextricablement liés. Il en va de même pour les politiques à mettre en œuvre. De bonnes politiques climatiques doivent donc prendre en compte le lien qui existe entre changement climatique et développement. Elles ne doivent pas séparer les deux. Ça, c'est fondamental, et la leçon, la conclusion fondamentale de première leçon. Alors, il faut commencer par comprendre les processus. Les processus sont fondamentaux du point de vue de gérer le changement climatique. Alors, nous, comme consommateurs, comme producteurs, émettons des gaz à effet de serre. Ces émissions sont les flux. Les flux augmentent la concentration ou stock. Alors ça, le processus de flux et stock est fondamental.
C'est ça quand flux et stock souligne que les coûts de délai sont potentiellement très grands. Parce que si on ne fait rien pour 10 ans ou 20 ans, on a une augmentation de stock. Et c'est très difficile à réduire le stock. Alors le mécanisme flux-stock est fondamental. Alors c'est le stock qui pose le problème d'effet de serre. L'augmentation de concentration provoque un réchauffement. Le réchauffement se traduit par un changement du climat et de l'environnement. C'est pas surtout la température, c'est le changement climatique. Climatique, c'est par rapport de l'eau, et changement, c'est fondamental parce que nous vivons à Londres ou à Paris ou à New York ou à Caire, l'agriculture de l'Inde, etc., se sont formés par le climat. Si le climat change, alors il faut, pour beaucoup de monde, changer le placement de vivre, il faut changement les activités. Alors c'est changement climatique qui est très important. Alors les deux choses climatiques, c'est pas surtout de température, c'est les effets de l'eau en plupart, et changement. Il faut, quand on utilise les termes réchauffement, pour moi, ça peut pas marquer, on dit capturer, on ne peut pas capturer les problèmes avec réchauffement. Changement climatique, c'est beaucoup mieux pour poser la question. Alors, c'est le changement climatique modifie nos vies et nos modes de vie. Alors, ça, c'est le processus avec 5 étapes. Il y a les risques substantiels et de l'incertitude à chacune de ces étapes. C'est pour ça la politique climatique consiste largement à gérer ces risques. C'est surtout problème de risque et gérer des risques. Alors, il faut au commencement souligner que, voilà, ça c'est les... merci. Ça c'est les 5 étapes, les problèmes de gérer les risques. Et voilà, je voudrais souligner que c'est pas de science d'hier, c'est de science fondamentalement du 19e siècle. On a le grand mathématicien, physicien Joseph Fourier, français, qui a montré que l'atmosphère piégeait la chaleur. Sinon, la Terre serait bien plus froide. C'était un physicien d'Angleterre, John Tyndall, qui a identifié les gaz qui piègent la chaleur. Surtout, ce sont les gaz avec les molécules avec plus de 2 atomes. Et c'était un Suédois, Svante Arrhenius, à la fin du 19e siècle, qui a calculé l'effet potentiel d'un doublement de la concentration en GES, gaz à effet de serre. Alors, à la fin du 19e siècle, on a plus ou moins compris le science de base. Et c'est de science simple et fondamentale. Et il n'y a pas de question sur cette science, le processus en base. Je vais parler dans quelques instants sur les problèmes de modélisation des probabilités, des risques, etc. Mais il faut souligner au commencement la science de base est du 19e siècle, simple et très bien fondée.
peut-être on n'aime pas respecter les lois de Newton sur on dit la gravitation. On a beaucoup envie de lévitation, mais on ne peut pas le faire. Oui? En même temps, ce sont les leçons en base de physique qui sont très claires. L'effet de serre, c'est très clair. Alors, on fait l'examination des 5 étapes, étape par étape. On commence avec les émissions. Alors, de quelle partie du monde viennent les émissions les plus importantes? C'est-à-dire les pays grands, merci, les pays riches et les pays avec les forêts. Ce sont les pays les plus importants, c'est-à-dire Chine et États-Unis. Ce sont les pays soit grands, soit riches. Il y a Union européenne et il y a Indonésie et Brésil. Ce sont les 5 les plus importants. Et vous voyez aussi, après ça, il y a la Russie, l'Inde, le Japon, etc. Mais les premiers 5, c'est clair que ce sont soit grands, soit riches, soit avoir de déforestation. Alors, ce sont les origines du point de vue du pays. Les origines du point de vue d'activité, en anglais, c'est un pie chart, mais c'est beaucoup plus intéressant en français. On me dit que ça, c'est un camembert. Et puis, on a les sources comme activité. On ne peut pas voir exactement ici, ce n'est pas très important, mais on a électricité et chauffage ici. On a la manufacture et construction ici. Alors, on a presque 2/3 de sources énergétiques et presque 1/3 des sources d'agriculture, d'agricole et de déforestation. Alors, c'est vrai que la plupart est d'énergie, mais pas le total, 2/3, 1/3 approximativement. Alors, il y a une grande leçon. On ne peut pas concentrer sur une seule source. Ce n'est pas seulement de l'électricité. L'électricité et le chauffage, vous voyez que ce sont très importants pour le monde entier, à peu près 27%. Mais il faut, si on a envie de couper, il faut tout le camembert. On ne peut pas ignorer un aspect. On a, par exemple, transportation à 12%. On parle beaucoup de transportation, c'est important, mais c'est 12%. Il faut une grande activité, tout le camembert. Et il faut 3 types, pour être simple, 3 types d'actes. On a l'efficacité énergétique, on a les technologies sobres en carbone et on a de la lutte contre la déforestation. Ce sont les 3 marges, et ce sont les marges et ce sont les secteurs, et j'ai montré les pays. Il faut les politiques pour tous les trois aspects. Alors, on commence à voir le futur. Si on peut voir ce graphique, on a ici CO2 per capita. D'habitude, je parle de CO2 équivalent.
c'est-à-dire tous les gaz d'effet de serre en équivalent de CO2. Mais de temps en temps, on ne peut pas trouver toutes les données pour beaucoup de périodes et beaucoup de pays du point de vue de CO2E, CO2 équivalent, et de temps en temps, on est forcé d'utiliser le CO2. Alors, ici, c'est le CO2. Alors, on a ici les pays développés. Le CO2E serait un peu plus que ça ici. Mais on a le CO2 et ça, c'est assez constant les derniers 30 ans à 12 tonnes per capita. Et on a ici les pays en voie de développement et on voit que ça monte rapidement. C'était moins que 2 il y a 30 ou 35 ans. Maintenant, c'est plus que 4. Et si on a le CO2E, ça serait proche à 5. Oui? Alors, et vous voyez que les derniers 10 ans, ça monte, ça accélère. Ça, c'est un aspect de développement, ça, c'est un aspect de quelques succès dans perspective de la lutte contre la pauvreté. Mais ça pose des problèmes de perspective de gérer le changement climatique. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas développer. Ça ne serait jamais une solution, ça ne serait jamais accepté. Alors, de ce point de vue, il faut, qu'est-ce qu'on dit, briser le lien entre le PIB ou le output, le PIB, la production et les émissions. Ça, c'est le problème. Ce n'est pas d'arrêter le développement, c'est briser cette lien entre émissions, et production et consommation. Ça, c'est le problème. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer sans action, faire rien? Alors, peut-être un moment. Si on a un accroissement qui continue en 40 ans, on peut imaginer que les pays en voie de développement à un niveau des émissions ici à 10 ou 12. Ça peut, de point de vue du CO2E, ils sont presque 5. En 40 ans, ça peut doubler. Alors, il y aura en 2050 vers 8 milliards de personnes dans les pays en voie de développement. 8 multiplié par 10, si on ne fait rien, si les émissions par tête approchent dans les pays en voie de développement au milieu au milieu du siècle, à 2050, à 8, alors, à 10, pardon, 10 tonnes par tête, 8 milliards de personnes, c'est-à-dire 80 tonnes. 80 milliards de tonnes. Oui? 80 milliards de tonnes. Si en même temps on ne fait rien dans les pays développés, on reste vers 20 milliards de tonnes dans les pays développés, on peut imaginer les émissions, si on ne fait rien, à 2050, à presque 100 milliards de tonnes. Alors, doublé de point de vue d'ici, aujourd'hui, on est tout près à 50 milliards de tonnes. Alors, ça serait une catastrophe parce que je vais suggérer qu'il ne faut être pas à 100 milliards de tonnes, il faut être à moins de 20 milliards de tonnes. Alors, ça peut illustrer, en 2050, ça peut illustrer
ce qu'il faut faire. C'est une grande chose à faire rien peut-être à 100 milliards de tonnes en 2050. Et comme je vais montrer dans quelques instants, il faudrait être moins que 20 en 2050. Alors, ça, c'est une mesure d'ampleur ce qu'on doit faire. Mais, en même temps, je vais suggérer qu'on peut le faire. Et si on essaie de le faire, ça serait une création d'un ère de progrès et prospérité très séduisante. Alors, ça c'est pas... Je ne voudrais pas donner un modèle exactement des émissions futures si on ne fait rien. Je voudrais illustrer seulement ce que peut arriver si on ne fait rien, en anglais on dit si on continue comme business as usual. Alors, ça c'est l'accélération de concentration. Ici, ici, je parlais des flux. Maintenant, ce sont les stocks, les concentrations. Alors, vous voyez qu'on a une accélération des concentrations. Et le bleu, c'est le CO2, et le rouge, c'est le CO2e. Mais tous les deux, on a une grande accélération les dernières 50 ou 60 années. Alors, si on voit cette graphique, on peut dire comme ici, il y avait avant la guerre mondiale, il y avait de 1930 à 1950 une augmentation environ 0,5 ppm, c'est-à-dire par million, par an sur la concentration. Les 20 ans après, c'était à 1 ppm par an. Et les 20 ans de 70 à 90, c'était environ 2 ppm par an. Maintenant, c'est à 2,5 et ça augmente encore. On a une accélération. Alors ça, c'est aussi une mesure d'ampleur du problème. Tout le temps, on arrive aux conclusions qu'il faut briser le lien. Le lien entre production et émission. Alors, maintenant, on passe au réchauffement. Là, c'est la prochaine étape. Alors, on a les chiffres sur la température mondiale depuis à peu près 150 années. Oui. Ce sont les mesures de température directes. Avant ça, il faut les mesures indirectes, par exemple par les carottes glaciaires. Oui? Mais ici, on a les mesures directes. Oui? Et ce sont les températures récemment entre 1961 et 1990. Et vous voyez que du point de vue du milieu du 19e siècle, on est à peu près 0,8. Ils ont augmenté 0,8. On était ici minus, on dit moins. On est moins 0,4. Ici, on est plus 0,4 par rapport à 1961 et la période 1961 et 1990. Ça, c'est l'accroissement qu'on parle toujours
qu'on a vu une augmentation de 0,8. Alors, vous voyez que ici, c'est une grande augmentation. Les dernières d'ici à 1950 jusqu'ici, ça c'est une augmentation très rapide, très rapide. Vous voyez aussi quand il y en a, je peux révéler que j'ai 63 ans. J'étais à l'école, alors les années 50, et on parle à ce temps-là d'un décroissement. Mais vous voyez que ça, c'était une période assez courte. On a les fluctuations, il y a les fluctuations, ça arrive. Et il y a les questions de l'activité solaire, il y a les questions de El Niño et La Niña. El Niño, c'est-à-dire température aux surfaces des océans, c'est élevé. La Niña, c'est quand la température sur la surface des océans ne sont pas élevées, sont froides. Ça arrive. Il y aurait toujours ces fluctuations. On a les éruptions volcaniques. Il y a les événements aléatoires. Les fluctuations, événements aléatoires, ça c'est le climat. Mais il y a underlying trend. Hein? Il y a une tendance très forte ici, c'est la tendance qui arrive de l'effet de serre et l'élévation et l'augmentation des niveaux des gaz d'effet de serre. Ici, c'est très intéressant. Les dernières 10 années, c'est assez plat. C'est un niveau de température élevé, mais c'est assez plat. Et les raisons, c'est qu'il y avait, les dernières 2-3 ans, il y avait la Niña, température des surfaces des océans, assez froide. Et 10 ou 12 ans avant, vers la fin du siècle dernier, il y avait El Niño. Alors ça, en même temps, les dernières 3-4 ans, on a vu l'activité solaire faible. C'est-à-dire que ici, c'est assez plat. Les décennies dernières, c'était très chaud, mais il n'y avait pas beaucoup d'augmentation. Et la raison, c'est ces deux choses. Ça, c'est une illustration qu'il y aura des fluctuations. Mais sans le réchauffement, la décennie dernière, sans ça, serait très froid. Très froid, parce qu'il y avait la Niña, il y avait une activité solaire faible. Ça, c'est une illustration de tendance, et en même temps, les cycles. Et les économistes parlent tout le temps de tendance et cycle, mais ici, c'est une illustration physique d'importance très élevée. Alors, maintenant, on passe d'ici aux probabilités. C'est l'étape de concentration-réchauffement, mais c'est de probabilité. J'ai dit que la science en base est très claire, très simple, très claire, et du 19e siècle. Mais les dernières 3-4 décennies, 30 ou 40 ans, les gens de science ont commencé à modéliser les probabilités. J'ai souligné tout le temps l'incertitude et les risques, mais il faut, si on peut, modéliser les risques, il faut, si on peut, calculer les probabilités. Alors, on a commencé c'est pas moi, je suis économiste, mais les gens de science ont commencé à calculer les probabilités. Ça donne beaucoup ça donne
beaucoup des instruments, des données pour faire l'analyse du risque, pour gérer les risques. Alors ici, on a un intervalle de confiance. Le rouge, par exemple, si on peut stabiliser les concentrations à niveau 450 ppm CO2e, si on peut faire ça, probablement il y aura, après un peu de temps, des températures dans cet intervalle de confiance comme ça. Alors, c'est-à-dire 90% d'être dans la partie rouge ici. Alors, ici, on a 750, et je vais souligner que ça c'est bien possible si on ne fait rien. Et vous voyez que l'intervalle de confiance ne s'arrête pas ici, ça c'est par là. Alors, plus précisément, on a, d'un point de vue de terme, si on calcule les probabilités comme ça, c'est une évaluation de sensibilité climatique, c'est-à-dire que le lien entre l'augmentation des concentrations et température éventuelle, on parle de ça, sensibilité climatique. On peut modéliser la sensibilité, mais on ne peut pas être certain exactement sur le niveau. Alors, un peu plus précis, on voit ici, il y aura dans le site web toutes les références, mais la plupart des références peuvent être trouvées dans soit le rapport Stern, soit mon livre. C'est pas traduit en français, c'est traduit en beaucoup de langues, mais pas en français. C'est Blueprint for a Safer Planet. C'est publié il y a 9 mois. Blueprint for a Safer Planet. Qu'est-ce qu'on dit, le blueprint? Guide, oui. 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 Guide pour une planète plus sûre, oui. Il y a un prix pour la meilleure traduction de titre. Vous voyez que ici, pour 750, on a une probabilité proche à 50%. C'est-à-dire, si on stabilise à une concentration comme ça serait un grand dommage, mais si on stabilise à ce niveau-là, on trouverait éventuellement une probabilité de proche à 50% d'être au-dessous ou au-dessous de 5 degrés par rapport aux températures de milieu du 19e siècle. Alors, est-ce qu'on peut arriver ici? Bien sûr, si on n'a rien fait. On est à ce moment, on est ici, on est à peu près 435 ppm CO2e comme concentration. Ça, c'est où on se trouve à ce moment. Comme j'ai dit déjà, il y a une augmentation au rythme 2,5. Et ça monte. Si on ne fait rien dans ce siècle, peut-être, on serait, il y avait une augmentation entre 3 et 4 par an pour le siècle. C'est-à-dire une augmentation de peut-être 300 ou 400 pendant le siècle si on ne fait rien. Alors, évidemment, on peut très facilement voyager de 435 à 750 avec business as usual, rien faire. Ça, c'est bien possible. Mais ça serait catastrophique parce que on va examiner dans une manière un peu plus détaillée en quelques instants. Mais 5 degrés
au plus du milieu du 19e siècle serait catastrophique. Ça serait, la géographie physique et humaine serait transformée. La planète n'a pas connu de température comparable, 5 degrés, depuis plus de 30 millions d'années. 30 millions. Nous sommes ici comme Homo sapiens, peut-être, on ne sait pas exact, mais peut-être 200 000. On parle de 30 millions. On ne peut pas être précis sur les changements, mais on peut avoir confiance que les changements seront énormes. Et la plupart des scientifiques ont dit que plus de 2 degrés centigrades poserait beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on risque des emballements. Les emballements sont de plus en plus probables. Emballement, par exemple, la destruction de la forêt amazonienne. Ce sont les niveaux de concentration qui sont possibles et la conséquence est les niveaux de température qui sont possibles. Alors, j'ai dit que 2 degrés centigrades, ça c'est le cible qu'on a posé comme température par les scientifiques, et je suis bien persuadé. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir une chance sur 2 d'achever moins que 2 degrés centigrades? C'est absolument clair, on ne peut pas être certain de ne passer 2 degrés centigrades. C'est une question de risque, de probabilité. Mais vous voyez que on peut achever une probabilité 50-50 de 2 degrés. Et ce graphique, ça donne illustration, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, nous sommes ici à 2010, près de 50 comme émission, près de 50 milliards de tonnes par an. Il faudrait un pic entre 2010 et 2020, du point de vue du monde entier, et il faut descendre de là. Si on a un pic plus tard, alors comme ça, il faut un décroissement beaucoup plus accéléré. Si on a un pic un peu plus proche, alors on peut faire un peu moins plus tard. C'est une question de concentration. Beaucoup de scientifiques parlent maintenant en termes d'accumulation. Combien on peut accumuler? Quel est le maximum qu'on peut accumuler? Alors c'est une question de concentration et accumulation, parce que c'est la concentration des gaz à effet de serre qui donne l'effet de serre. Alors c'est pour ça il y a un choix des chemins. On peut faire plus maintenant, moins plus tard, moins maintenant, plus tard. Mais les chemins sont assez similaires. Ils ont un pic assez tôt, avant 2020, ils descendent rapidement. Et il faut reconnaître qu'il faut continuer à descendre pour stabiliser les gaz à effet de serre. Éventuellement, il faudrait les niveaux des émissions peut-être vers 10 milliards par an. Alors, on ne peut pas penser seulement sur 2050. Il faut continuer comme ça pour stabiliser. Alors, de ces graphiques, on peut comprendre beaucoup. Alors, comme chiffre, c'est-à-dire on est près de 47 milliards de tonnes maintenant. Ça
peut-être 50 sans la récession économique. Il faut vers 44 en 2020, c'est-à-dire moins que maintenant, c'est-à-dire avoir un pic entre maintenant et 2020, moins de 35 en 2030 et moins de 20 en milliards de tonnes par an en 2050. Alors, on peut définir assez clairement les cibles pour les émissions si on pose une cible pour la température à 2 degrés 50-50 comme probabilité. Alors, de ce point de vue, on sait ce qu'il faut faire. Alors, les bonnes nouvelles, c'est clair. Ça serait un peu difficile, mais c'est possible. Et comme je vais suggérer, c'est aussi séduisant. Alors, on pense tout petit peu en plus sur 20 milliards de tonnes en 2050. Alors, 20 milliards de tonnes en 2050, c'est-à-dire il y aurait probablement 9 milliards de personnes. Si on fait la division 20 milliards de tonnes par 9 milliards de gens, c'est-à-dire proche à 2. Il faudrait être à peu près 2 tonnes maximum par tête pour le monde entier. Ça sera, ça c'est seulement, ça c'est pas la théorie, ça c'est les règles de division, 20 divisé par 9. Alors, ces calculs peuvent illustrer aussi les difficultés qui arrivent s'il y a de délai. S'il y a de délai, on peut rapidement monter d'ici à 80-60. Un délai, rien faire pour 10 ans, ça donne probablement près de 80-60. Si on commence à 80-60 avec les actions, il faut les actions très très fortes et coûteuses. C'est pour ça que le délai est coûteuse. Alors, on peut illustrer aussi, en utilisant le 2 tonnes, que l'Europe devrait diviser par 5, c'est-à-dire 80% comme pourcentage, parce que l'Europe est proche est entre 10 et 12 tonnes par tête. Alors, le calcul simple de 2 tonnes par tête en 2050 donne beaucoup de guides des autres chiffres, ce qu'il faut faire. Vous avez entendu, je suis sûr, de l'importance de couper les émissions, réduire les émissions par 80% sur la période 1990 jusqu'à 2050. Mais ça, c'est l'origine de ce chiffre de 80%. Alors, je voudrais souligner que si on a un cible de température, de degrés, les autres choses viennent rapidement, logiquement, de ce cible pour température. Alors, les gens souvent soulignent que ça serait beaucoup plus facile s'il serait moins de gens. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'espère que personne ici a envie d'augmenter le taux de mortalité. On peut donner les cigarettes aux gens plus de 50 ans. Ça serait efficace à augmenter le taux de mortalité. Mais j'espère que ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, on examine alors le taux de natalité. Mais on comprend maintenant
pas exactement, bien sûr, mais on comprend les choses qui peuvent déterminer les taux de natalité. C'est le revenu individuel et familial, c'est les opportunités des femmes sur le marché du travail, l'éducation des femmes et des jeunes filles, les droits et les statuts des femmes et des jeunes filles, les taux de mortalité infantile et l'accès à la santé reproductive. Ce sont, pour beaucoup de gens, pas tout le monde, mais ce sont pour beaucoup de gens les choses qu'il faut faire. Ce sont déjà des objectifs de développement. Le perspective de changement climatique, bien sûr, souligne les arguments en faveur des politiques contribuant à promotion de réduction des taux de natalité. Mais ce qu'il faut faire, et ce sont déjà, à mon avis, les grands objectifs, les grands buts de développement. Alors, bien sûr, la croissance démographique, c'est important, mais ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire déjà. Je vais illustrer quelques chiffres un peu plus tard. Alors, on parle de croissance démographique, on parle de géo-ingénierie. Est-ce qu'on peut éviter le changement climatique autrement qu'en réduisant les émissions? Alors, il faut, à mon avis, étudier les géo-ingénieries, mais quand on fait l'étude, il y aura aussi, on peut voir qu'il y aura des grands problèmes. Il y a deux méthodes. Il y a principalement deux façons de faire de la géo-ingénierie. On peut essayer à extraire de CO2 de l'atmosphère, le gaz à effet de serre de l'atmosphère, capture de CO2 dans l'air ambiant, altération météorique, modification des usages de la terre, boisement, biochar, fertilisation des océans. Il y a des possibilités. L'autre, c'est le renvoi de la lumière et de l'énergie solaire dans l'espace. Aérosol stratosphérique, méthode spatiale, méthode pour augmenter l'albédo dans les nuages, etc. Il y a un bon rapport récemment de la Royal Society qui a établi clairement qu'aucune méthode de géo-ingénierie n'a de probabilité de significative de constituer une solution miracle à bon rapport efficacité-prix. Il y a les études à faire, mais d'ici, toutes les méthodes ont les problèmes et toutes les méthodes probablement seraient coûteuses de point de vue d'autres risques. Les nombreuses méthodes pourraient néanmoins s'accompagner probablement de très grands risques ou de risques inconnus. Par exemple, on ne connaît pas les conséquences sur le système climatique d'injection continue d'aérosols sulfatés dans la stratosphère pour réduire le rayonnement en train. Les comparaisons avec les éruptions volcaniques sont imparfaites dans la mesure où ces épisodes sont sporadiques. C'est comme introduire les aérosols, c'est comme avoir les éruptions volcaniques, pas chaque année, mais fréquemment, on dit fréquemment. On ne sait jamais, l'ozone pourrait être négativement affecté, tout comme le cycle de l'eau et la productivité biologique. Il y a les grands risques. Et il y a les problèmes majeurs de gouvernance. Qui décidera si une méthode particulière doit être utilisée? Il y a les approches. Certaines approches seront probablement attirantes, boisement, peut-être biomasse avec séquestration du carbone. Il y a les possibilités, il faut les examiner, mais on ne peut pas être sûr qu'on peut trouver des méthodes qui donnent de confiance, sans de risques, sans des grands coûts, etc. Alors, c'est pour ça qu'on dit que la priorité doit
à la réduction vigoureuse des réductions aujourd'hui, compte tenu du niveau tellement élevé des risques du changement climatique. Alors, il y a discussion sur la science. Je suis économiste, pas scientifique, mais il faut examiner les idées qui ont utilisées par les gens qui voudraient contester la science. Il faut discuter, il faut examiner. Alors, d'habitude, j'ai donné 5 exemplaires ici. On parle fréquemment, on dit en Angleterre, même je suis dans le House of Lords, on dit House of Lords ou Maison des whatever, Chambre des, what's a Lord? Chambre des Lords, on a les gens un peu particuliers. Et ils ont dit qu'ils ont observé que cette Noël, c'était froid. Mais ça arrive dans les discussions, même dans les bars, et quand on a, qu'est-ce qu'on dit, haircut? Chez les coiffeurs, etc. Mais ça, c'est une confusion de météo et changement climatique. On a, et il y a 2 semaines, dans la Chambre des Lords, des gens qui ont parlé des vignes qui poussaient près du mur d'Adrienne à l'époque des Romains, au nord d'Angleterre. C'est vrai, et c'était là, mais c'était un changement de température de point de vue mondial très très petit. On va le voir, très petit, peut-être encore 0,5. Pas d'ici, pas comme 2, 3, 4 degrés. J'ai parlé déjà de la Niña et El Niño, fluctuations de l'énergie solaire. Ce sont très intéressants, mais d'habitude, ils sont les fluctuations de 10 ans, 15 ans. Ils sont importants, ils sont intéressants, mais ce n'est pas la tendance. Il y a les problèmes si on ne peut pas mesurer les températures à très long terme sans incertitude. Et aussi, il y a les questions intéressantes, ce qu'on peut mesurer, mais on peut évaluer l'incertitude et on peut voir les effets, je vais les montrer. Il y a les questions intéressantes sur le rôle des nuages et vapeurs d'eau. Mais d'habitude, si on examine le rôle de vapeur d'eau, c'est un rôle qui amplifie les rôles des autres gaz d'effet de serre. Le H2O, c'est un gaz d'effet de serre. Mais si on fait combination avec les autres gaz, d'habitude, les modélisations impliquent que c'est une amplification. Ça ne marche pas dans l'autre direction, ça amplifie les choses de CO2, etc. Alors, à la fin, il faut considérer toutes les choses. Entre ces choses, entre les 5, il y a les choses intéressantes et importantes. Mais dans l'ensemble, la science est simple et élémentaire. Les preuves qu'il y a de sérieux risques d'une augmentation substantielle des températures et d'un changement de climat sont très solides. Alors, on m'a dit que 2 heures, c'est longtemps, et il faut 3-4 minutes pour un verre d'eau. Je m'arrête jusqu'ici, mais seulement, je vous demande seulement 3-4 minutes pour être debout, etc.